Bonjour, chers frères et sœurs, bonjour, chers amis. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2017. L'année 2016 fut une bonne année. Elle a été pour moi l'occasion de rencontrer des personnes extraordinaires. Je pense notamment au séjour que j'ai eu le privilège de faire au Mali. C'était pour moi une première et j'en garde un excellent souvenir. J'espère que l'année qui débute, l'année 2017, sera porteuse des mêmes, sinon de meilleurs fruits. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité en fait vous entretenir sur les hiéroglyphes égyptiens en forme de conversation, disons, pour préciser un certain nombre de choses pour ce qui concerne mon travail dans ce domaine. Alors je commencerai par me présenter pour ceux qui ne savent pas encore qui je suis. Mon nom est Dibon Barimbok, je suis écrivain, historien, conférencier. J'ai initié il y a quelques semaines déjà un projet sur Internet que j'ai appelé A Contrario. C'est une plateforme essentiellement fondée sur l'outil YouTube qui va me servir à diffuser les humanités fondamentales, en fait à diffuser mon travail, à le rendre un peu plus disponible pour ceux qui parfois n'ont pas la possibilité d'acquérir les ouvrages que j'ai pu publier jusqu'à présent. Et en parlant d'ouvrages, naturellement, je suis l'auteur d'un certain nombre de livres déjà qui sont disponibles, aussi bien sur Internet que dans certaines librairies, notamment à Paris, à la librairie Taméry, située dans le 10e arrondissement. Voilà. La semaine prochaine et la semaine qui suit, j'ai souhaité organiser une petite rencontre autour du dieu Anubis. Cette rencontre aura lieu à la librairie Taméry, donc le dimanche 15 janvier 2017, à partir de 15 heures. Donc elle portera essentiellement sur cette divinité, à savoir quel est son nom, parce que naturellement le nom Anubis est d'une origine grecque. Nous allons voir en fait quel est son nom d'après les graphies. Et à l'occasion de l'étude que j'ai pu conduire sur cette grande divinité de la vallée du Nil, j'ai également produit un fascicule que j'ai intitulé Mémoire éthiopienne. Ça, c'est la première édition. Il y en aura d'autres qui vont essentiellement porter donc sur des aspects spécifiques de cette civilisation, en parlant notamment des divinités ou d'autres choses, disons. Mais pour l'instant, j'ai souhaité déjà passer en revue un certain nombre de personnages, donc les personnages qu'on appelle les dieux, entre guillemets, en Égypte pharaonique. Et j'ai souhaité commencer donc par Anubis parce que c'est la lettre A, tout simplement. Voilà, le fascicule sera disponible dans quelques semaines, d'ici 2 à 3 semaines. Et naturellement, ceux qui souhaitent l'obtenir peuvent déjà rentrer en contact avec moi et nous saurons nous organiser dans le fond pour le rendre disponible. Voilà. Donc, dimanche prochain, donc la rencontre va porter sur Anubis. Ce sera une rencontre sur Paris, à la librairie Taméry, à partir de 15 heures. Et la semaine d'après, donc le samedi 21 janvier, nous allons nous entretenir autour de la figure du dieu Seth. Voilà. Et nous allons voir en fait comment ce personnage important de la tradition liturgique égyptienne donnera naissance à l'image que nous avons aujourd'hui de ce qu'on appelle Satan dans les traditions judéo-chrétiennes. Voilà. Alors, je commencerai par une sorte de révision, naturellement, puisque ce sont des choses que j'ai pu déjà présenter au cours de l'année 2016, car c'est à ce moment-là, naturellement, que j'ai initié ce projet d'étude, si l'on veut, des caractères sacrés égyptiens, avec un paradigme nouveau qui consiste à solliciter les langues africaines pour pouvoir parvenir à comprendre finalement de quoi il est question dans les textes égyptiens. Donc, la question que j'ai souhaité poser en forme d'introduction, c'était de savoir qu'est-ce que c'est qu'un hiéroglyphe. Alors, généralement, lorsqu'on pose cette question, la plupart des personnes produisent une réponse qui consiste à dire que les hiéroglyphes sont une écriture, bien entendu, puisqu'on le sait déjà. Mais a priori, lorsque on considère cette écriture, nous avons affaire, on le voit, on le sait, à des dessins, tout simplement. À des dessins, en fait, ce sont des idéogrammes en réalité. Et les hiéroglyphes, c'est cela. Les hiéroglyphes, disons, un hiéroglyphe, c'est un idéogramme.
c'est-à-dire un dessin qui rend compte d'une idée ou d'un concept. Donc, un hiéroglyphe, c'est un idéogramme, c'est-à-dire un dessin qui rend compte d'une idée ou d'un concept. Donc, exemple, on peut dessiner une galette de pain, donc c'est un hiéroglyphe qui existe. Donc, on peut dessiner cette galette de pain pour rendre compte de l'idée ou du concept de féminin au sein du lexique pharaonique. Donc, ce sont des choses qui existent actuellement naturellement. Je le dis pour ceux qui ne sont pas familiers de cette écriture. Pour illustrer le féminin en égyptien pharaonique, on dessine une galette de pain. La raison est que les mots, ça je l'ai déjà dit en certaines occasions, les mots du pain sont les mots du féminin au sein des langues africaines. Quand je parle ici des langues africaines notamment, je fais allusion aux langues parlées dans la cuvette congolaise, la cuvette éthiopienne, qui est réputée être le pays d'origine des Égyptiens d'après les témoignages des Grecs, qui sont donc des contemporains des Égyptiens qui nous occupent aujourd'hui. Voilà. Donc un idéogramme, ça c'est la base, je me permets d'insister là-dessus car c'est ce qui nous permettra finalement de comprendre de quoi il s'agit et de comprendre en quoi nous innovons en fait dans ce domaine. Donc un hiéroglyphe, c'est un idéogramme, c'est-à-dire un dessin qui rend compte d'une idée ou d'un concept. Jusqu'à présent, l'égyptologie a considéré que ces idéogrammes relevaient d'un alphabet. Bon. Donc nous sommes actuellement dans un système phonétique et syllabique, si bien que lorsque les égyptologues souhaitent traduire un texte égyptien, naturellement, ils évoluent vers le système alphabétique qui consiste à considérer que les dessins, c'est-à-dire les idéogrammes, correspondent à des lettres de l'alphabet latin. Donc, par exemple, on vous dira que la vipère à cornes correspond à la lettre F, que le vautour percnoptère correspond à la lettre A, le bras à la lettre B, le poussin de caille à la lettre W, etc., etc. Donc ce travail, qui est aujourd'hui observé en égyptologie, naît des observations ou du travail, disons, de Jean-François Champléon, qui a, vous le savez comme moi, déchiffré un document important qu'on appelle la pierre de Rosette, qui est un document qu'on peut visiter aujourd'hui au British Museum, donc à Londres. Voilà. Donc actuellement, le système dominant, c'est un système phonétique et syllabique, donc qui considère que ces caractères relèvent d'un alphabet. Voilà. Par contre, ce que nous amenons de nouveau, c'est de considérer qu'il s'agit d'abord et avant tout d'idéogrammes. On va le voir, je vais illustrer cela par des exemples tout à l'heure. Qu'il s'agit d'abord et avant tout d'idéogrammes, donc qui ont vocation à rendre compte d'idées ou de concepts et non de lettres alphabétiques. Quoique l'alphabet, vous le savez, procède aussi de l'écriture égyptienne puisqu'elle sera passée chez les Phéniciens qui l'auront apportée en Grèce. Voilà, donc tout l'alphabet que nous avons aujourd'hui qui procède de l'alphabet grec et latin. Voilà. Mais l'alphabétisme n'est pas la première intention du scribe, puisqu'il prend la peine de dessiner des objets qui portent des noms. Et c'est avec ces noms, naturellement, qu'on est capable de faire de la philosophie, puisqu'il est impossible, vous le conviendrez, de faire de la philosophie avec des lettres alphabétiques. Donc, par exemple, si on considère la lettre L ici représentée par un lion, par exemple, il est impossible de faire de la philosophie avec la lettre L. Par contre, le nom du lion, au sein des langues africaines, peut permettre des correspondances intéressantes du point de vue des concepts. Voilà pourquoi donc, les scribes de la vallée du Nil se sont appliqués à produire un système idéographique, si on veut. Voilà. Alors, dans la littérature, il existe des auteurs qui ont pris soin de préciser finalement ce qu'on entendait par hiéroglyphe. L'un d'eux s'appelle Diodore de Sicile. C'est un historien grec, auteur d'une histoire universelle, bibliothéquée en grec. Donc, en latin, cette histoire universelle est connue sous le nom de bibliothèque historique. Et Diodore de Sicile est intéressant parce que dans cet ouvrage, il produit une note qui nous permet de comprendre finalement ce que nous pouvons attendre de cette écriture appelée hiéroglyphe. Voilà. Donc il dit la chose suivante. Pour ne rien omettre,
de ce qui peut servir à la connaissance de l'Antiquité, nous devons dire quelque chose des lettres éthiopiennes auxquelles les Égyptiens ont donné le nom d'hiéroglyphes. Ces lettres se composent de figures d'animaux, de membres du corps humain, d'instruments ou d'outils employés dans les arts, et ce n'est pas de la réunion des caractères ou de syllabes que résulte le discours écrit, mais de la signification métaphorique attachée aux objets dessinés, signification que l'exercice seul de la mémoire apprend à retenir. Pour ne rien omettre de ce qui peut servir à la connaissance de l'Antiquité, nous devons dire quelque chose des lettres éthiopiennes auxquelles les Égyptiens ont donné le nom d'hiéroglyphes. Ces lettres se composent de figures d'animaux, de membres du corps humain, d'instruments ou d'outils employés dans les arts, et ce n'est pas de la réunion des caractères ou des syllabes que résulte le discours écrit, mais de la signification métaphorique attachée aux objets dessinés, signification que l'exercice seul de la mémoire apprend à retenir. Donc voilà ce que dit Diodore de Sicile dans son texte au sujet des hiéroglyphes. Et ce texte nous amène à tirer au moins, disons, 3 conclusions. La première, c'est que cette écriture est d'une origine éthiopienne. Alors, dans le discours grec, naturellement, l'Éthiopie, c'est l'Afrique, et plus particulièrement la région du Midi, c'est-à-dire la région équatoriale. Et Diodore de Sicile le précise aussi dans son texte lorsqu'il parle de l'Égypte et puis de l'Éthiopie. Il parle des Éthiopiens comme étant des autochtones, donc des habitants du Midi. Et le Midi, naturellement, c'est la région équatoriale, donc aujourd'hui traversée, disons, la ligne équatoriale, disons, traverse aujourd'hui des pays comme le Gabon, le Congo, l'Ouganda, etc. Donc éventuellement le Kenya, il faudrait vérifier. Mais voilà, c'est sous cette latitude-là que se situe ce peuple que Diodore de Sicile appelle éthiopien. Donc cette écriture, d'après ce qu'il dit, est d'origine éthiopienne. Il précise ensuite que ce n'est pas un système phonétique ou syllabique, comme le laisse à croire aujourd'hui donc l'égyptologie, puisqu'il est clair là-dessus. Il précise que ce n'est pas un système phonétique ou syllabique, c'est-à-dire basé sur un alphabet, mais plutôt sur l'aspect métaphorique des choses. Et on va voir tout à l'heure à quoi cela fait référence, bien évidemment. Et il dit aussi, en tout cas on peut tirer comme conclusion, que le sens métaphorique des objets dessinés est nécessairement basé sur les langues éthiopiennes, puisqu'une métaphore relève du discours et non de l'alphabétisme. Autrement dit, pour élaborer des métaphores, la métaphore c'est une figure de style en français, fondée sur l'analogie. Pour élaborer des métaphores, nous sommes obligés d'utiliser des mots et non des lettres alphabétiques. Voilà. C'est la raison qui fait que nous savons effectivement que nous évoluons ici dans un système idéographique, c'est-à-dire illustré par des idéogrammes qui sont, je le répète, des dessins qui rendent compte d'idées et de concepts. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métaphore? Le mot métaphore vient du grec métaphora. Ce mot apparaît pour la première fois sous la plume d'Aristote, qu'il définit comme étant le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Donc une métaphore, littéralement déjà en grec, métaphora signifie transport. Okay? Donc une métaphore, c'est le transport, si vous voulez, le déplacement à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Donc voilà en fait illustrer, si l'on veut, l'idée d'idéogramme, c'est-à-dire un dessin qui rend compte d'une idée ou d'un concept. Autrement dit, on utilise un dessin, ce dessin sollicite des mots, et ces mots servent à rendre compte d'idées ou de concepts. Voilà. Donc la métaphore, c'est cela. C'est pour ça que Diodore de Sicile emploie ce terme pour définir ce que c'est que, enfin, le système de lecture des hiéroglyphes. La métaphore est le transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Donc on va pouvoir l'illustrer avec des exemples, hein, bien sûr. Donc application, ce qui va nous permettre en fait d'entrer un peu dans le vif du sujet. Je prendrai cet idéogramme qui est connu, célèbre, je crois d'ailleurs qu'il est l'un des idéogrammes les plus populaires, hein, les plus connus de l'Égypte pharaonique. Cette croix est appelée Ankh dans le discours commun, en égyptologie notamment, ou la croix en C, c'est ce que disent les ouvrages, les manuels de vulgarisation. Et dans le contexte égyptien,
Cette croix désigne la bride ou la lanière de la sandale, raison pour laquelle je représente ici une sandale, bien entendu. Voilà. Donc, dans le contexte égyptien, cette croix, dite en C, désigne, si l'on veut, la bride ou la lanière de la sandale, qu'on trouve ici représentée car les sandales égyptiennes ressemblaient à peu près à ce que vous avez ici sous les yeux. Voilà. Donc c'est cela. C'est bien important ce que je dis, hein, ce n'est pas pour rien que je me permets ici d'insister. Cette croix, dans le contexte égyptien, désigne la bride ou la lanière de la sandale. Et on trouve ici représentée une sandale naturellement pour illustrer mon propos. Le concept attaché à cet objet, car il s'agit ici de la lanière de la sandale, c'est un objet, donc ici dessiné, donc un idéogramme, qui s'attache donc à un concept. Hein, c'est comme ça que s'illustre le fameux transport, donc la métaphore dont parle Diodore de Sicile. Donc cet objet s'attache à décrire un concept qui est le concept de vie et le verbe vivre. C'est la raison pour laquelle, donc en égyptologie, on dit couramment que cette croix signifie vie, signifie vivre, être en vie, etc., etc. Ce sont des choses que vous pouvez rencontrer dans les dictionnaires d'égyptologie. Voilà, donc ici je me permets comme ça de le rappeler. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que cela représente, mais je dis, c'est un des symboles les plus représentés en Égypte. C'est parce qu'il est très 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 important pour désigner des choses très 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 importantes. Ici, on va essayer un peu de l'illustrer, hein, mais naturellement, ça ne peut pas être ici exhaustif, bien entendu. Donc, en forme de résumé, je dirais donc que cet idéogramme représente la lanière de la sandale et rend compte de l'idée ou du concept de vie ou du verbe vivre. Voilà. Alors, maintenant, les choses se compliquent un tout petit peu. Mais ne soyez pas effrayés, car tout ceci est relativement simple lorsqu'on comprend comment ça fonctionne. Le signe en question, donc la croix Ankh, je l'appelle ainsi par convention, car c'est des choses que vous connaissez, donc qui représente la lanière de la sandale, en fait, est ce qu'on appelle un trilitère, c'est-à-dire un signe qui rend compte de 3 idéogrammes. Voilà, en réalité. Donc, lorsque le scribe représente ce symbole, il faut savoir que ce symbole ne se passe pas de ses compléments. En égyptologie, on parle de compléments phonétiques. Je récuse cette manière de voir car il ne s'agit pas de compléments phonétiques parce que orienter la question vers le phonétisme suppose de s'approcher en quelque sorte de l'alphabétisme. Or, on va le voir tout à l'heure, ces signes se lisent et permettent en fait de cerner le domaine sémantique ou lexical dans lequel évolue ce signe. Ils se lisent, ils ne sont pas là pour faire beau, pour un quelconque phonétisme, ils sont là pour, en quelque sorte, je vais utiliser une image, placer le lecteur dans un couloir, lui mettre des barrières en fait pour cibler une racine en particulier qui rend compte des concepts en fait autour desquels évolue le signe en question. Donc ils sont là pour cerner le concept. Voilà. Ils sont là pour aider à la lecture effective de l'idéogramme. C'est à ça qu'ils servent. Donc je parlerai plutôt ici, j'allais dire de complément homonymique, si l'on veut. On va comprendre pourquoi je parle ici d'homonymie. Car cette homonymie, en fait, en réalité, est fondée sur les radicaux. Donc les signes ici représentés, en fait, les 2 compléments qui sont ici représentés, à savoir le filet d'eau, comme vous voyez, et puis le signe, le cercle, on va voir tout à l'heure à quoi il correspond, partagent une racine identique au sein des langues africaines. Et c'est à partir de cette racine, en fait, que se définit le concept relatif, en fait, à cette croix dite en C. Voilà. Donc, pour récapituler, je dirais donc que ce signe, qui est un idéogramme qui représente la lanière de la sandale, illustre un concept en égyptien pharaonique qui est le concept de vie. Il s'agit d'un trilitère, donc c'est un signe qu'on appelle un trilitère, c'est un mot technique. Je m'efforcerai d'éviter les mots techniques car ma vocation est quand même de diffuser, de rendre relativement simple les choses qui peuvent paraître a priori compliquées. Un trilitère, c'est simplement un signe, si l'on veut, je simplifie, qui rend compte
afin qu'il présente 3 idéogrammes, voilà, en quelque sorte, pour simplifier. Mais c'est des définitions que vous pouvez rencontrer dans des dictionnaires et puis sur Internet. Donc, moi, mon objectif n'est pas de compliquer les choses, non. Voilà, c'est pour ça que je simplifie le discours. Voilà. Donc, c'est ça. Et comme je dis, il ne s'agit pas ici de compléments phonétiques, contrairement à ce qui est dit en égyptologie, mais en quelque sorte des compléments homonymiques, car ils permettent de cerner en fait le concept. Et on va le voir tout à l'heure. Donc ici, j'encercle donc les fameux compléments euh, qui permettent de comprendre à quoi renvoie ce signe et permettent également de préciser sa lecture, car ces signes, je l'ai dit, en fait se lisent. Et la relation qu'ils ont entre eux, naturellement, c'est une relation fondée sur l'homonymie, car c'est l'homonymie seule qui est capable de stabiliser un système idéographique. En réalité, parce que il faut que le système soit stable. Et pour qu'il soit stable, il faut se fonder sur des éléments, disons, vérifiables par tous. Et les scribes de la vallée du Nil ont tablé en fait sur l'homonymie pour stabiliser le système d'écriture qui va perdurer comme ça pendant des millénaires. Voilà. Donc je reprends donc les deux compléments. Parce que lisant cela, on va comprendre en fait à quoi renvoie cette fameuse croix, dite en C. Et je commencerai donc par ici ce signe que j'allais dire encadré. C'est un signe donc connu qui représente, d'après l'égyptologie même, des ondulations d'eau. Hein. Donc c'est un signe qui représente des ondulations d'eau, donc des sortes de vagues si l'on veut, hein, pour se représenter un peu les choses. Donc c'est un signe qui représente des ondes en clair. Parce que il ne faut pas seulement y voir de l'eau, mais c'est des choses beaucoup plus complexes. Mais aujourd'hui, je vais me limiter vraiment à des choses relativement simples pour illustrer les concepts immédiatement vérifiables par tous, en fait, du point de vue des langues. Car après, ça peut devenir très complexe, bien entendu. Donc, naturellement, puisqu'il s'agit d'un idéogramme, donc l'ondulation d'eau, il faut connaître le nom que porte l'ondulation au sein des langues africaines. Et c'est ce que si je tente de faire avec quelques langues. Naturellement, les listes ne sont pas exhaustives, mais la plupart des langues que je vais citer, je préciserai quand ce n'est pas le cas, sont des langues dites bantoues. Autrement dit, des langues qui sont parlées dans la cuvette éthiopienne, dans la cuvette congolaise, donc le pays d'origine des Égyptiens, et l'origine de cette écriture aussi. C'est la raison pour laquelle, pour attacher, disons, pour rapprocher le sens des idéogrammes, il faut connaître les mots que portent les objets dessinés au sein des langues, en fait, de la langue que parle le scribe, c'est-à-dire la personne qui initie le dessin. Voilà. Donc ici, je prendrai l'exemple du bassa, par exemple. Pour dire ondulation de l'eau, en bassa, on dit dingi. Alors, mon accent, je le dis toujours pour rassurer ceux qui s'imaginent, en tout cas ceux qui ne comprennent pas ce que je tente de dire, mon accent est médiocre. Hein, je parle un bassa médiocre. Mais ceux qui parlent bassa sauront de quoi je parle. Et de toute manière, le texte suit l'articulation. Donc, si mon articulation n'est pas effective, au moins le texte est là pour préciser ma pensée. Et ceux qui parlent la langue sauront de quoi je parle. En tous les cas, ça se dit dingi ou quelque chose d'approchant. Pour dire ondulation de l'eau. En Chiuba, on dit chinyungu pour dire le remous de l'eau. Donc, c'est l'ondulation. Hein. Le bakoko, qui est une langue voisine du bassa, on va dire nongo pour dire la vague. Le nyembo, yengo pour dire donc la vague. Alors, ce sont des formes régulières au sein des langues dites bantoues. C'est la raison pour laquelle je me limite à ces quelques exemples. Ceux qui parlent les langues sauront à peu près faire des correspondants dans leur système et verront en fait que c'est toujours à peu près la même racine ici qui est sollicitée, car le radical, effectivement, c'est ing, ong ou eng. Et c'est sur ce radical que se fonde l'homonymie. Et comme je dis toujours, il ne faut pas être impressionné par les formes. Lorsque le Bassa dit dingi pour dire ondulation de l'eau, et le Chiluba dit chinyingu pour dire remous de l'eau, en réalité c'est le même mot. Ce n'est qu'une variante phonétique fondée sur le radical qui est le même ici, qui est ing. Mais avec le Bakoko, qui est une langue voisine du Bassa, on va dire nongo pour dire la vague, mais c'est une variante de ing. Donc c'est toujours en réalité le même mot, car les mots sont basés en fait sur des radicaux consonantiques. Hein. C'est les consonnes qui font les mots, les voyelles peuvent varier, mais c'est la consonne qui fait le mot. C'est celle-là qui stabilise en fait le mot. Donc,
Quand je dis dingi en bassa pour dire ondulation de l'eau, et puis chinyengu en chiluba, en réalité, je suis en train de prononcer exactement le même mot, quoi qu'ils sonnent différents, quoi qu'ils sonnent différemment, puisque je sais que ce sont des langues de la même famille, hein, ce sont des langues dites bantou, voilà. Et bon, je dis bantou entre guillemets, naturellement, puisque c'est un terme, vous savez, hein, qui veut dire les hommes. Mais vous comprendrez ici de quoi je parle, puisque c'est un terme que chacun connaît. Voilà. Donc, le radical distingué est ing, ong ou eng, et au sein des langues africaines, ce radical signifie unir, assembler. Hein, dans la plupart des langues africaines, disons les langues parlées dans la région du Congo, il varie, on va dire kunga, etc., Congo, etc. Donc, c'est une racine qui traduit unir, rassembler. Voilà, c'est essentiellement. C'est d'ailleurs à partir de cette racine qu'on fonde le mot Mungu, qui signifie Dieu dans un nombre considérable de langues, notamment en Swahili. Voilà, c'est la même racine en fait qui est sollicitée pour rendre compte de cette ondulation d'eau, en fait, en réalité, comme vous le voyez ici. Voilà. Alors, le second signe est un signe un peu controversé, on va dire, en fait, parce qu'il offre, en fait, deux sens en égyptologie. On peut y voir un placenta ou un tamis. Donc, en égyptologie, on considère que ce signe représente soit un placenta, soit un tamis. Et en réalité, les deux propositions sont justes, parce que tout dépend des signes qui accompagnent l'idéogramme en question. Donc, parfois, on peut y voir un placenta ou parfois un tamis. Les deux propositions sont justes, comme je le dis. Tout dépend du contexte dans lequel apparaît le signe et de l'homonymie qu'il va chercher. Je vais tenter ici de l'illustrer d'une certaine manière, de toute façon. Donc, par exemple, au sein des langues africaines, hein, je le sais, je le dis comme ça en passant, sans être long. En Bobangi, par exemple, on va dire sekeleke pour dire placenta. En Bassa, on va dire sege pour dire le tamis. En fait, ce que je tente de dire ici, c'est que il s'agit en réalité des mêmes formes pour désigner l'un et l'autre objet. C'est pour cette raison que l'égyptologie se trouve un peu dans indécise par rapport à ce signe, car il peut renvoyer effectivement au tamis ou au placenta. Mais comme je dis, tout dépend du contexte dans lequel il paraît, car les deux propositions sont justes. Euh, il faut toujours saisir en fait le contexte dans lequel ce signe est illustré pour comprendre s'il s'agit soit d'un tamis, et à ce moment-là on va chercher les mots du tamis, soit d'un placenta, et à ce moment-là on va chercher les mots du placenta. Voilà, c'est toujours l'un ou l'autre. Mais les deux propositions, je dis encore une fois, sont justes. La raison, c'est que en fait, c'est un signe qui, lorsqu'il est pronom, enfin, c'est un objet qui porte un même nom euh, pour désigner soit le placenta, soit le tamis. Voilà. Donc, ici, le choix doit être déterminé par la relation qui unit les deux signes. Parce que quand vous avez ce duo, ici représenté par l'ondulation de l'eau, et le tamis ou le placenta, votre choix pour déterminer s'il s'agit du placenta ou du tamis doit être déterminé par la relation qui unit les deux signes. Donc ici, en l'occurrence, il ne peut s'agir que du tamis. On va comprendre pourquoi. Parce que c'est les mots du tamis qui vont chercher le même radical illustré par l'ondulation de l'eau. Si ce que je dis est clair, je vais quand même m'efforcer de le répéter encore une fois. Lorsque nous avons un duo comme celui-ci qui paraît à l'écran, la décision de savoir s'il s'agit d'un placenta ou d'un tamis est fondée sur le lien que le signe en question entretient avec les autres signes. Donc ici, en l'occurrence, le signe qui représente l'ondulation de l'eau. Donc le choix doit être basé sur le radical déjà distingué. On sait que le tamis, on sait que l'ondulation de l'eau renvoie à la racine eng, ong, ung, eng, ing, etc. On l'a vu tout à l'heure. On doit nécessairement
pour être logique et tirer une lecture homogène, s'assurer que le signe en question rend compte de la même racine, du même radical, car c'est sur le radical qu'est basée la lecture homogène de la graphie, qu'est basée la lecture homogène de l'idéogramme. Donc le choix est déterminé par cette relation qui est une relation d'homonymie, car c'est l'homonymie qui permet de stabiliser la lecture. Okay? Le choix est déterminé par la relation qui unit les deux signes. Dans le cas présent, il ne peut s'agir que du tamis. Pourquoi? Je prends le cas du Chiluba, par exemple. En Chiluba, on va dire Tinyungu, remous de l'eau. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc illustré par le signe N35 d'après la nomenclature de Gardiner, donc qui représente l'ondulation de l'eau. Mais en Chiluba, on dit aussi Muningu, tami, crible, ou Nyunga, tamisé. Okay? Ici, la racine est la même. En fait, c'est le même mot. Hein? Nyungu pour dire remous de l'eau et Nyungu pour dire tami, crible, car le mu ou le chi sont ce qu'on appelle en fait des préfixes de classe, car les langues bantoues organisent le discours, fondent en fait le discours sur une série de préfixes en fait. Voilà. Donc, on constate qu'en réalité, effectivement, c'est un système basé sur l'homonymie, car le mot est le même pour désigner l'ondulation de l'eau, notamment en Chiluba. Ici, je prends l'exemple du Chiluba, mais cela peut être vérifié par d'autres langues en tous les cas, puisque les hiéroglyphes ont vocation en réalité à rendre compte du parler de la plupart des langues parlées actuellement au sud du Sahara. Hein, il ne s'agit pas simplement... Quand je parle du Chiluba, c'est un exemple. Mais le Chiluba fait partie d'une famille, qui est la famille dite Bantou. Donc, ce qui est vrai pour le Chiluba est vrai pour la plupart des langues dites Bantou. Et même des langues soudanaises, on le verra tout à l'heure. Car, en fait, cette césure qui est faite pour distinguer langue soudanaise et langue Bantou, c'est de l'idéologie, tout simplement. Hein, ça, on peut le démontrer par plusieurs manières. Et en tous les cas, ceux qui ont eu déjà la possibilité de lire les ouvrages que j'ai pu écrire l'ont déjà compris. Voilà. Donc, en Chiluba, par exemple, on va dire Chinyungu pour dire remous de l'eau. Et Munyungu pour dire le tamis, le crible. En Chiluba, le verbe, c'est nyunga pour dire tamiser. Okay? Ce qui fait voir en réalité que la forme qu'il emporte ici, naturellement, c'est celle qui considère ce signe, donc ce cercle avec les trois traits à l'intérieur, les trois traits horizontaux, donc qui considère ce signe comme étant donc un tamis. Effectivement, dans le cas présent, c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un tamis. Et c'est cette démarche en fait qu'il emporte ici illustré notamment par le Chiluba, puisque la relation est stabilisée par le système d'homonymie. Donc on prononce le même mot en fait pour désigner l'un et l'autre objet. Voilà. Donc revenons un peu donc en forme de rappel pour fixer un peu les choses. Donc ici j'ai traité donc des compléments homonymiques et je dis que lisant ces compléments et la racine qui est distinguée, je suis en train de lire en fait le signe dit Ankh, cette croix dite Ankh, car elle ne se passe pas de ces compléments qui permettent simplement de préciser la lecture en question. Donc la lecture homogène, c'est la racine ici distinguée qui peut varier dépendamment des régions, dépendamment des parlers. C'est ing, ong, eng, ang, ung, etc. Donc c'est cette racine qui est lue ankh en égyptologie, mais les langues dites bantoues la rendent de cette manière-là. Et je le rappelle, je dis encore une fois, qu'elle est censée désigner la lanière de la sandale. Voilà. Maintenant, la lanière et la corde au sein des langues africaines, en fait, permettent de vérifier ce que nous ne faisons que dire de manière tout à fait imparfaite, mais j'espère que vous suivez ce que je suis en train de dire. Parce qu'en réalité, les mots de la corde ou de la lanière, en fait, sollicitent la même racine. C'est ce qu'on s'aperçoit de cela. Et ici, nous avons ici, en fait, affaire à des variations phonétiques. Hein. Ce sont des mutations phonétiques, des correspondances phonétiques, car, par exemple, quand le bassa va dire singa pour dire la corde, en l'occurrence ici la corde de la guitare, et le togokan, qui est parlé chez les Dogons, va dire sungu pour dire la corde, on peut croire qu'il s'agit d'un mot différent, mais en réalité, la racine est la même. C'est ung qui est la racine, c'est ing, c'est ang, etc., qui est la racine ici sollicitée. Voilà pourquoi, en fait, les Égyptiens anciens s'autorisent à associer le signe dit ankh à la lanière, à la corde, en fait, de la sandale en l'occurrence, mais en fait, le thème c'est la corde, c'est la lanière, bien entendu. Voilà, et voici les mots, en fait, de la lanière au sein des langues africaines qui précisent, en fait, ce que je ne fais que survoler, en fait, puisque naturellement, je ne peux pas être très, très long, mais j'espère que je suis suivi et compris, car ici, les choses sont relativement claires.
Et je tiens aussi à rappeler, j'ai tenté de le dire tout à l'heure, le Togo, quand même, c'est une langue dite soudanaise, ok, qui est parlée donc du côté du Mali. Et le bassin, naturellement, c'est du côté du Cameroun, le Mandunka aussi, etc. Donc en Vili, par exemple, au Congo, on va dire Nsinga, c'est la corde, la lanière, etc. Voilà, en Kikongo aussi, c'est les mêmes formes, c'est Nsinga. Singa, c'est la corde. Voilà, donc on s'aperçoit qu'en réalité, dire langue dite bantou, soudanais, tout ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu des postures idéologiques, car en réalité, nous parlons la même langue. Car j'imagine qu'un Malien ne sait pas que, voilà, jusqu'au Cap, en Afrique du Sud, on utilise le même terme pour désigner la corde. Il ne le sait pas. Il imagine qu'il fonctionne dans un système clos. Pourtant, en réalité, nous sommes un seul et même peuple et parlons la même langue. Et les hiéroglyphes permettent en fait de le démontrer de manière tout à fait spectaculaire. C'est de cela qu'il s'agit. D'où l'intérêt en fait de l'étude de cette écriture qui permet de nous rattacher à notre ancestralité la plus lointaine. Hein. C'est ça l'intérêt. Voilà. Donc, voici les mots de la corde, ok? De la lanière de la corde. Donc ça, c'est l'objet qui est dessiné. L'objet qui est dessiné par le scribe. Voilà. Et cet objet ici, je le rappelle encore une fois, c'est donc la lanière de la sandale. Et voici les mots de la lanière en question, dont le Wanzi va dire Musinga, la corde. C'est comme en Douala d'ailleurs. En Douala, on dit Musinga. C'est la corde. Voilà. Donc, c'est les mêmes mots dans la plupart des langues africaines pour rendre compte de cet objet, en quelque sorte. D'où l'intérêt, encore une fois, je le souligne, des hiéroglyphes, car c'est vraiment, si cette écriture a vocation à être universelle, car c'est bien le cas, puisqu'elle porte le nom de parole divine, ce n'est pas une posture idéologique, c'est parce que véritablement, là, il y a une dimension universelle que contient cette écriture. C'est indéniable. Lorsqu'on commence à s'intéresser à ces questions, on est simplement ébloui par le génie de cette ancestralité qui a porté l'humanité quand même pendant des millénaires. Voilà. Et aujourd'hui, bon, on s'imagine voir des différences là où il n'y a que des concordances en réalité, mais il faut connaître l'histoire, connaître les humanités fondamentales, en fait, approcher du moins les humanités fondamentales, car c'est une mer infinie, pour en avoir une idée relativement juste. Voilà. Donc, j'ai donc parlé de la lanière, le signe dont rend compte cette croix appelée Ankh, la croix en C, du discours égyptologique. J'ai dit que pour dire ondulation de l'eau en bassin, on va dire dingi. Le mwambo va dire singi pour dire la corde, la lanière. Et le radical, c'est ing. OK? Mais on s'aperçoit que, naturellement, ce signe qui représente donc la lanière évolue, fait une sorte de transport, c'est-à-dire de métaphore pour s'orienter vers un concept qui est le concept de vie, exister, vie, vivant. Pourquoi? Parce que les mots de la vie, naturellement, sollicitent la même racine au sein des langues africaines. Voilà le secret, en fait, des hiéroglyphes. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que nous avons ici affaire à un système idéographique, des idéogrammes, qui sont donc des objets dessinés qui représentent des idées ou des concepts. Donc quand on dit que cette croix représente la lanière, il faut connaître les mots de la lanière pour savoir pourquoi on dit que c'est vie, pourquoi on dit que c'est vivre. Parce qu'en bassa, par exemple, on va dire ning pour dire la vie, vivre, minimum vital, quantité minimale d'éléments nécessaires à la vie. Voilà. Et ce n'est qu'une variante d'une dingi, car la racine est la même ici, parce que la lecture s'établit sur les radicaux, vous l'aurez compris. Je me permets encore d'insister une fois là-dessus. La lecture est fondée sur les radicaux. Il faut déterminer le radical, c'est le radical qui détermine l'homonymie. Il faut évacuer les préfixes, parce qu'on peut croire qu'on a des différences. Là, il n'y a que comment dire, des concordances. Voilà. Et l'étone dira ining, c'est la vie, c'est une variante du bassin ning. Hein? C'est une variante de singi. La racine c'est ing, vous l'aurez compris, encore une fois. Le bakoko dira ining, c'est la vie. Okay? Voilà. Et cela ne s'arrête naturellement pas au bassa, etc. Hein? C'est tout un système qui se vérifie au sein des langues de la cuvette congolaise, hein, de la cuvette éthiopienne, parce qu'en Douala, par exemple, on va dire tinga, c'est le nœud, illustré par cette croix dite en C, donc la lanière de la sandale. En Mambwe, on va dire singa pour dire la corde, la lanière, la sangle. Mais en Kikongo, on va dire zinga pour dire vivre. Et naturellement, puisque le S se réalise en Z au sein des langues africaines, ça vous le savez, et pas seulement africaines d'ailleurs, c'est une règle de correspondance usuelle. Voilà. Donc en Kikongo, on dira luzingu, qui vient donc de zinga, pour dire la vie.
Lozingu. Voilà pourquoi le scribe égyptien s'autorise à donner à cet idéogramme le sens de vie. En vili, donc langue parlée toujours dans la cuvette congolaise, on va dire zinga, continuer d'être. Zingila, vivre, avoir la vie, durer, donc il y a une question ici d'éternité qui se rattache à cela naturellement. Zingu, vie, existence, état de ce qui existe. Et en vili, on dit également zinga pour dire croiser, disposer en croix. D'où cette croix qui, à l'évidence, paraît rattachée au système que je tente d'éclairer depuis quelques minutes. Voilà. Donc c'est cela. Tinga, zinga, singa, c'est le même mot, hein, naturellement, puisque le T devient S qui devient Z. Hein, et puis l'uzingu dérive directement de zinga, qui est vivre, en fait. Donc voilà pourquoi on dit que ce signe signifie vie. Okay? Mais il faut connaître les mots de la lanière au sein des langues africaines pour aboutir à cela. Il ne s'agit pas d'y voir une lettre alphabétique ou je ne sais quoi. C'est vraiment une forme d'appauvrissement qui est inacceptable. Et je le dis avec conviction, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Voilà. Alors, voici représenté un grand seigneur. Et c'est peu de le dire, car je ne ferai ici que survoler un aspect. Car cette croix, vous devez le savoir, si elle est aussi importante, c'est bien naturellement parce qu'elle personnifie ce personnage ou cette divinité, entre guillemets, que les Grecs vont appeler Osiris. Okay? C'est un signe qui paraît en forme d'épithète pour distinguer cette divinité que les Grecs appelleront donc Osiris. Et dans le texte égyptologique, on traduit habituellement cette épithète par le vivant. Hein, l'épithète d'Osiris, donc on translitère, c'est-à-dire on attribue des valeurs alphabétiques au signe, on dit que ça se lit Ankh, et on traduit par le vivant. Mais c'est l'épithète d'Osiris. Il faut savoir que cette croix-là personnifie Osiris. Voir cette croix, c'est voir Osiris lui-même, hein, en réalité. Et cela est bien illustré dans les rituels du mois de Kwak, qui est un mois égyptien, en fait, où on pratiquait un rituel spécifique lié notamment à la sépulture d'Osiris. Voir cette croix, c'est voir Osiris lui-même. Donc, quand on parle de la vie, elle s'attache immédiatement à la personne même de cette divinité que les Grecs ont appelée Osiris. Voilà. Bon, ici, je représente, ici se trouve illustrée en fait une image de ce grand Dieu, de ce grand Seigneur. Osiris, c'est la pierre angulaire de la civilisation égyptienne. C'est ce que la pensée égyptienne a produit d'extraordinaire. Vraiment, depuis le temps que je travaille sur ce personnage, on va d'étonnement et d'éblouissement en éblouissement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ceux qui ont pu assister déjà à certaines conférences que j'ai pu donner le comprennent et le savent. Parce que c'est tout à fait extraordinaire. Et je dis toujours, hein, en forme de clin d'œil, qu'on croit souvent en Égypte évoluer dans un système dit polythéiste. Bon, en réalité, ce n'est pas un débat qui fait partie de nos préoccupations, mais il faut quand même savoir répondre à ceux qui colportent ce type de discours. Hein. Il n'y a pas de polythéisme en Égypte. Hein. Pour savoir qui est Dieu, il suffit de regarder l'assemblée des dieux, entre guillemets, c'est-à-dire le tribunal d'Osiris. Le Dieu, c'est celui qui trône, c'est-à-dire au perchoir. C'est Osiris lui-même, puisque toutes les autres divinités, entre guillemets, sont dans l'hémicycle. Et c'est Osiris qui juge. C'est lui Dieu. C'est lui comment dire, la pensée égyptienne, du point de vue religieux en tous les cas. Il incarne la forme aboutie de la pensée religieuse ou philosophique, si vous voulez, africaine, égyptienne. Quand je dis égyptienne, vous comprendrez que je parle ici des Éthiopiens, bien entendu. Non, c'est cela. Alors, c'est une parenthèse, car ici, on ne peut pas s'établir sur ce personnage, ce serait infini. Mais c'est simplement pour dire que cette croix est immédiatement associée à ce personnage que vous voyez ici représenté. Hein, voilà. Ok. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque je parle d'idéogramme, vous devez savoir que ce n'est jamais en vain que je m'attache à attirer votre attention sur le fait que cette écriture est d'abord fondée sur des idéogrammes. Ce sont des idéogrammes, c'est-à-dire des dessins qui représentent des idées ou des concepts. Je prends l'exemple, par exemple, ici du Togokan, donc langue parlée, on le sait, du côté des Dogons, au Mali. Les Dogons disent Sung pour dire la corde, la lanière. Le Yandandom va dire Sung pour dire la corde, la lanière. Le Tabi va dire Sung
pour dire la corde, la lanière. Ce sont des variantes de singa, etc. Hein, des mots qu'on retrouve par ailleurs au sein du domaine d'Ibantou. Voilà. Et je rappelle que ces mots se rapportent directement donc à cette croix dite Ansé, la croix Ankh, et ici traduite par le vivant lorsqu'elle s'applique à Osiris, donc en tant qu'épithète d'Osiris. Mais on s'aperçoit qu'au sein des langues africaines, c'est un tout autre aspect qui se trouve en fait révélé. Puisque dans les langues dites bantou, je prendrai ici le cas de l'Ewondo par exemple, Sum, qui désigne la corde par ailleurs, en fait c'est le même mot. Ici, et nous sommes, je le dis, nous évoluons ici dans un système fondé sur l'homonymie. Donc, lorsqu'on représente un objet, le mot que nous prononçons, c'est ce mot qui sert à fabriquer la religion, la philosophie. Okay? Parce qu'on ne peut pas représenter certains concepts. Par exemple, ici, quand on dit Ewondo Sum, pour dire sauver, comment représenter l'idée de sauver? On ne peut pas le faire si ce n'est en utilisant un idéogramme, et en sachant que cet idéogramme évolue dans un système, dans un domaine lexical qui va permettre en fait d'arriver au concept. Donc, quand je dis Sum pour dire corde, je sais que c'est l'homonyme de Sum pour dire sauver. Naturellement, puisque Osiris, a priori, son domaine de définition, ce n'est pas seulement, j'allais dire, la sandale. Vous imaginez bien que pour représenter des concepts, nous sommes obligés d'utiliser des objets connus qui portent des noms. Et ces objets connus et les noms qu'ils portent favorisent, comment dire, intègrent le système d'homonymie. Parce que pour arriver au concept, nous devons obligatoirement fonctionner par l'homonymie. C'est pour ça qu'on parle ici de métaphore, c'est-à-dire de transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut vraiment comprendre comment ça marche. Donc, en Ewondo, on va dire Sum. Pour dire sauver, exemple, Ini en son, celui qui sauve. En bassa, on dit son. Pour dire délivrer, sauver, exemple, Ni en son, celui qui sauve. En bassa, on dit son, c'est le sauveur. En bassa, son rôle, qui dérive d'un son, c'est l'intercesseur. Okay? Le chiluba dit songila, sauver, délivrer, c'est une variante du bassa en son, pour dire sauveur. Et en chiluba, musungidi, le sauveur, le rédempteur. Voilà, et ce sont des mots que vous connaissez naturellement. C'est pour ça que quand je dis que si on commence à parler d'Osiris, on n'est pas sorti, car vous irez seulement de surprise en surprise, car naturellement ce qu'on croit nouveau ne l'est pas tout à fait. Hein. L'Égypte pharaonique, nous lui devons l'essentiel de ce qui constitue aujourd'hui les religions, voilà, disons, abrahamiques en quelque sorte. Il faut le savoir, ce n'est pas une posture idéologique, ce sont des faits, car ici nous parlons des signes qui paraissent dans les textes des pyramides, c'est-à-dire une époque où la Grèce n'existe pas dans l'histoire, le peuple hébreu n'existe pas dans l'histoire, les Arabes n'en parlent même pas, je veux dire, ce sont des faits, car les textes des pyramides remontent au moins à 2500 avant l'ère actuelle, 2500 ans avant l'ère actuelle, c'est-à-dire la langue arabe n'est même pas encore formée, la langue hébraïque n'est même pas encore formée, mais les Africains sont déjà établis dans les concepts de sauveur, de rédempteur, etc., puisque les graphies parlent d'elles-mêmes. Je veux dire, si je lis cette graphie, je vais dire Nson, c'est-à-dire le sauveur. C'est ce que je suis en train de dire, en fait, en réalité. Voilà. Donc, Musungidi, c'est le sauveur. Maintenant, de quoi nous sauve-t-il? C'est ce que je me propose de nous faire découvrir aux prochaines conférences, dont notamment celle de dimanche prochain, qui va porter sur Anubis, car Anubis, ainsi nommé par les Grecs, on va découvrir en fait quel est son nom au sein des langues africaines, est essentiel pour l'image d'Osiris, car c'est lui qui va pratiquer le rituel funéraire pour la première fois, c'est lui qui va inhumer Osiris, et il faut savoir que l'inhumation est le socle, le fondement de ce que nous appelons la sédentarisation, puisque c'est ce que nous appelons la civilisation, puisque c'est l'une des conditions, ou l'une des manifestations, si l'on veut, de la sédentarisation, puisque nous enterrons là où nous vivons. En tout cas, c'est comme ça, chez les Éthiopiens, ça a toujours été le cas. Voilà. Et donc, de quoi sauve-t-il? De quoi sauve Osiris? Nous allons le découvrir au courant des 2 prochaines conférences. Donc la prochaine, à date du 15 janvier, va porter sur le dieu Anubis et le rituel funéraire égyptien. Celle du samedi 21 janvier portera sur le dieu Seth, dont il n'a pas été question aujourd'hui, mais c'est tout un personnage, puisqu'il va donner naissance à l'image de Satan.
Il faut quand même essayer de comprendre comment les Africains se représentent ces choses, comment les Égyptiens ont conceptualisé ces choses qui paraissent aujourd'hui sous des aspects et d'autres. Voilà, c'est quand même important de le savoir. Et naturellement, ceux qui souhaitent en savoir plus peuvent également, une fois qu'il sera disponible, acquérir ce fascicule. C'est le premier d'une série qui va paraître au cours des prochains mois. Ce premier fascicule est dédié au dieu Anubis. Et il y en aura d'autres, notamment qui porteront sur Isis, sur Osiris, sur Horus. Enfin, ce sont des noms grecs, je le dis comme ça, mais à chaque fois, moi, je traite les graphies d'après les langues africaines, et ça permet vraiment d'éclairer des concepts et de comprendre de quoi il s'agit, de réveiller en fait cette religion qui est véritablement le socle de toutes les traditions aujourd'hui constituées et qui nous paraissent nouvelles, pourtant elles ne sont pas tout à fait novatrices dans leur concept. Voilà. Donc, alors, pour le contact, car nous approchons ici nous arrivons au terme de cette mini-communication que j'ai voulu faire en forme de salutation pour la nouvelle année. Vous pouvez me joindre, je suis assez disponible, notamment sur Internet. J'ai actuellement 2 sites qui permettront de savoir un peu, de vous donner des informations sur mon travail, que je m'applique à faire déjà depuis quelques années. Le mail, c'est éditionangeli@gmail.com. Vous pouvez m'écrire là-dessus si vous avez besoin d'approfondir certains sujets également. Également sur Facebook, Dibon Barimbok, naturellement, je suis disponible aussi pour des questions et d'autres. Et je m'excuse si parfois je prends du temps à répondre, c'est que naturellement, vous comprendrez que parfois je peux manquer de temps. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Encore une fois, je vous souhaite de passer donc non seulement une excellente journée, mais aussi avoir une belle année, une excellente année. Elle débute seulement. Elle est pleine de promesses. Il y a plusieurs projets qui sont actuellement en cours et qui vraiment mobilisent notre intérêt. Nous souhaitons que l'année s'achève aussi dans d'excellentes conditions pour vous et vos familles, qui sont aussi les miennes, en quelque sorte. Voilà. Donc, merci et à bientôt.